Sigil est en mode mort-vivant. Bon, Sigil, le VTT qu'on a, on avait une grande nouvelle, on était heureux de dire que c'était mort, que c'était fini, on n'a plus, ça marchera pas. Dans certains systèmes simples, il faut expliquer plus, il faut parler plus, décrire plus qu'est-ce qu'on fait. Ça, tu lâches pas, hein? Je suis sûr que notre viewership va tomber. Là, si tu t'attaques à la communauté des morts, des bords. Mais non, mais c'est bon, les bords. C'est bon. Mais changez-moi la mise en page, quelqu'un. Cette semaine, c'est le retour de Flamme, enfin du vrai contenu. On parle des jeux simples, compliqués. Des fois, c'est compliqué d'être simple, des fois, c'est simple d'être compliqué. En tout cas, écoutez ça va être bon. Alors, aujourd'hui, dans cette deuxième épisode... Ah non! Aujourd'hui, Flamme, t'es là. Je suis en compagnie de Flamme aujourd'hui. J'aurais pas besoin de parler tout seul pendant 15 minutes. Bon, 5. Comment ça va, Flamme? Ça va bien, je suis content d'être là aujourd'hui. La dernière fois, ça a l'air que sans moi, ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que. C'est dur. Ça dure pas longtemps. Pas de flamme. Ouais, c'est ça. ça fonctionne pas. Il n'y a pas de jeu sans flamme. Et voilà. Ça fait juste. Pas de jeu sans flamme. Une petite fumée. Tu sais, j'avais mis une petite fumée comme si dans l'image YouTube, là. Au lieu de mettre les flammes et tout, là, j'ai comme mis juste une petite fumée. Tu iras voir. Oui. C'était conscient. J'avais pas remarqué ça. Je vais regarder. Mais ouais. bienvenue à nos auditeurs. Bienvenue à ce 7e épisode de la 2e saison de Tout jeu, tout flamme. Nous avons eu une petite pause, entre autres quand on est allé à l'événement Jeux Rôle, mais nous sommes de retour. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi, je suis Flamme Beauregard et je co-anime en compagnie de Ludo, mon charmant co-animateur. Je sais. Hey, et... Oui, vas-y, oui. Tu veux-tu y aller? Oui, je peux bien aller. Je pensais qu'on pourrait commencer avec des D&D News. Oui, notre section D&D. Allez. Et que les personnes qui sont moins intéressées peuvent, par Donjon Dragon, peuvent skipper tout de suite à la prochaine étape parce qu'on laisse des timestamps. Ouais, mais vous ne devriez pas skipper parce qu'on va parler de... Jérémy Créfort, qui lui aussi a quitté Donjon, Wizard of the Coast. Ou, oui, bon, si vous avez suivi... À Wizard of the Coast, on appelle ça Hasbro à ça. Hein? Eh bien, c'est sûr qu'on l'avait un peu vu venir. La vieille garde semble être en train de partir. Ils partent suite après un gros coup, si on veut, après le 50e anniversaire, après l'édition de Donjon Dragon 2024. Et on avait dit que Chris Perkins était le Jerry Crawford du design de jeu, du lore. Et là, le designer du jeu, Jeremy Crawford, part bientôt, si c'est pas déjà le cas quand vous allez entendre l'épisode. Donc, ça, c'est un peu quelque chose auquel, comme je dis, on s'attendait. Ça donne suite à plusieurs départs. J'ai bien hâte de voir les petites capsules de Donjon Dragon. Maintenant, c'est qui va les animer? Oui, effectivement, ça va être qui les nouvelles personnes qui vont prendre leur place? On va voir. Mm-hmm. Je pense qu'on va pouvoir voir ça étant donné qu'il y a une nouvelle capsule justement qui est sortie, qui est sur le nouveau Uncharted Arcana, sur l'horreur. Okay. Donc j'ai pas eu le temps de m'immerser dans cette Uncharted Arcana-là, mais je sais qu'il y a une vidéo qui est sortie, donc c'est pas juste arrêté, il n'y a plus rien maintenant que les grands noms sont partis. Et on dirait qu'il y a encore des choses qui se passent à ce niveau-là. Et encore des sous-classes qui sortent. Je sais pas s'il y a des règles spéciales d'horreur, ça pourrait être intéressant. Effectivement, j'ai pas vu le nouveau. Le dernier que j'ai vu, c'est celui-là qui parlait d'Eberron. Eberron, donc l'artificier, exactement. Donc si on a plus de nouvelles, si justement on fait venir quelqu'un qui est plus ferré dans le monde de l'horreur, peut-être qu'on pourra en parler plus en profondeur. Oui. Sinon, vraiment une nouvelle très plus niche, donc les règles de Donjon Dragon
La majorité des règles sont dans les Creative Commons. On peut les utiliser, en tout cas pour l'édition 5. Et c'est ce que les créateurs de contenu qui publiaient des choses avec du matériel de Donjons Dragons utilisaient. Ben, en ce moment, il y a le SARD 5.2 qui est sorti. Donc, avec les règles de la nouvelle édition de Donjons Dragons, celle de 2024. Mais c'est pas tout nécessairement qui est là. Donc, pour les créateurs de contenu, c'est intéressant c'est un petit peu la Bible de quoi se référer, qu'est-ce qu'ils sont capables de parler, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de parler en théorie. Donc, c'est surtout au niveau des feats, certains spells. Donc, c'est pas tout le matériel, pas tous les monstres non plus nécessairement qui sont là. Donc, si vous publiez quelque chose, allez avec les nouvelles éditions de 2024, on vous recommande d'aller regarder ça en profondeur. Mais pour le commun des mortels, c'est pas nécessairement autant d'influence. Ouais, mais ça va peut-être permettre à certaines personnes de créer d'autres... des jeux en utilisant ce système-là à cette heure-là. Je pense que la seule fois que j'ai eu à mettre le SRD dans un produit, c'est quand j'avais participé au concours des donjons critiques, où est-ce que je faisais vraiment des allusions directement à Donjons Dragons, puis on a mis à ce moment-là le SRD de l'époque pour avoir le droit de publier sans avoir de problème à ce moment-là. OK. Puis, dernier sujet. Sigil est en mode mort-vivant. Bon, Sigil, le VTT on avait une grande nouvelle, on était heureux de dire que c'était mort, que c'était fini, on n'a plus, ça marchera pas. Et là, aujourd'hui, Ludo, tu voulais parler de Sigil. Ben, j'ai vu les améliorations qu'ils ont faites dernièrement, puis c'était bonnes améliorations. Je suis allé chercher toutes les... il y a comme des petites affaires qu'ils ont mis gratuitement, là, qu'on peut aller chercher, là. Des genres de skins, là, puis des personnages. Là. Fait que je suis allé chercher tout cela sur le site pour pouvoir l'avoir sur mon compte au cas où que ça meurt pas. Au cas où ça meurt pas. Fait qu'au moins, je vais il y a l'avoir. encore des enjeux du fait que c'est pas assez fluide, ça prend encore une grosse machine. Est-ce qu'il y a eu des pas dans la bonne direction de ce côté-là? Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est plus au niveau quand on crée, mettons, un donjon, là, c'est plus facile, c'est plus vite. Que c'était, tu sais, quand j'avais dit. Ouais, quand j'avais dit, là, c'est long, là, ce que je voulais faire, là. Ouais, là, ça tu sais, tu peux comme faire des lignes. En tout cas, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. OK. Donc, c'est encourageant. Ouais. Mais, grande pessimiste que je suis, et étant donné que je connais plusieurs personnes dans le monde des jeux vidéo, on m'a dit que des fois, tu sais, il y a des projets qui sont sortis, qui continuent à sortir du matériel pendant X temps, qu'on a l'impression que c'était encore en vie, mais c'était déjà des choses qui étaient faites ou quasiment faites. Donc, peut-être qu'on est juste en train de runner sur du matériel qui n'avait pas été sorti, qui était quasiment prêt. Puis qu'ils sont rendus juste 3, je pense, maintenant, en train de maintenir ce sigil. Fait que je sais pas si ces nouvelles sorties-là puis ces upgrades-là vont persister dans le temps. En tout cas, si vous avez un compte D&D Beyond, puis vous êtes, je pense que c'est inscrit à Master, quelque chose comme ça, là, je me rappelle plus c'est quoi, mais en tout cas, allez voir. Ouais, c'est Master Tier. Si C'est Master Tier pour pouvoir héberger, mais je pense que dès que quelqu'un a un compte sur D&D Beyond, même si c'est pas payant, tu peux y aller. Tu peux le loader, là. Bon. Ben, en tout cas, allez voir si vous pouvez télécharger ces petits goodies-là. Là. Fait comme ça, au moins, vous allez les avoir sur votre compte parce que c'était pas très clair, mais il y avait l'air à dire que, il allait avoir un genre de mouvement là-dedans, puis qu'il allait devenir payant. Fait que là, ils sont gratuits. Vous les prenez, puis comme ça, vous serez pas dans le mouvement quand ça va devenir payant. Là. C'est ça. Oui, j'avais regardé un épisode des Dungeon Dudes qui parlait de Sigil puis qui disait plusieurs recommandations de qu'est-ce qui aurait pu être gagnant. Puis qu'est-ce qui pourrait encore être gagnant. Une des choses qu'ils auraient fait, eux autres, ce qu'ils auraient recommandé, c'est de le sortir, à vrai dire, sur Steam comme Early Access pour qu'il y ait des personnes qui payent puis qui donnent du feedback. Puis souvent, la communauté est beaucoup plus... Elle pardonne beaucoup plus facilement ou encore est beaucoup plus enthousiaste quand c'est un produit qui est en un développement que la sortie qu'on a eue là. Mais il
il n'est pas trop tard pour qu'il implique la communauté dans ce projet-là. Là, ça se peut qu'il devienne payant. C'est pas nécessairement une mauvaise stratégie. Je veux dire, de toute façon, on est dans le fond du baril en ce moment avec Projet Sigil. Ça peut juste aller en montant. Je vais garder mon scepticisme par rapport à ça, mais c'est sûr que c'est un projet. En tout cas, c'est vraiment beau quand on regarde. Là. C'est vraiment triste l'état où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, Sigil traîne de la patte. Il est en mode mort-vivant, plus juste en mode maintenance, mort. On va suivre ça pour vous. Oui, c'est ça, là, on va tomber sur notre gros sujet de l'épisode, mais j'en profite pour faire un petit plug parce qu'on va parler d'un sujet qu'on a parlé sur Discord, mais j'en profite vu qu'on parle de Discord. Il y a le Game Jam des Terres perdues qui est là, qui est jusqu'à la fin du mois. Puis, je vous invite à participer. On sait maintenant les prix de participation qu'il y a. Il y a un prix de 50$, 2 prix de 25$. Des prix que vous allez pouvoir utiliser en carte cadeau virtuelle dans votre boutique préférée. Fait que je voulais pas viser juste une boutique, là. Fait que ça peut être un win-win si vous gagnez le prix de participation. Puis vous l'utilisez à la boutique que vous voulez encourager de votre coin. Fait qu'en plus de gagner, vous aidez aussi votre boutique de votre coin. Les règles vont être encore sur notre Discord en bas. Fait que, sur notre Discord, oui, mais en bas de notre présentation ou dans les textes sur Spotify ou Balado Québec. Alors, c'est ça, fait que participez, n'hésitez pas, puis vous avez des grandes chances de gagner. Fait que oui, sur notre Discord, où c'est qu'on parle, on a trouvé un sujet intéressant. Il y a eu un petit quiz à savoir, c'est quoi le monde préfère, les jeux simples ou les jeux complexes? Et là, oui, c'est vrai, je l'ai vu passer. Et là, celui qui avait gagné, c'était les jeux simples. Mais on était intéressé à en discuter un peu plus. Puis c'est le fun que c'est un sujet qui vient de Discord, puis que le monde ont parlé. Fait qu'on peut prendre un peu ce qui a été dit. Puis moi, ça m'a ouvert des lectures que je suis allé lire de plusieurs jeux que le monde m'ont conseillé là-dessus. Puis ils ont parlé de ça. Mais ça m'a fait me poser une question aussi sur certains jeux à cause de mes lectures. Je me suis demandé, est-ce que les jeux... commençons par parler des jeux, je pense. Les jeux simples, tu sais. Je parlais un peu avec toi, Flamme, tantôt, avant de commencer, que j'ai commencé à regarder beaucoup dernièrement les PBTA, Powered by the Apocalypse, qui est un système de 2D plus t'ajoutes des modifications, des modificateurs. Ouais, très simple. C'est 2D plus un modificateur. Je pense que si t'es en dessous de 6, c'est un échec. Si t'es entre 7 et 10 ou 7 et 9, c'est considéré comme un succès modéré, puis en haut, un succès total. Une affaire comme ça, ça se base vraiment très simple. Oui, il y a des petites modifications selon le système que tu utilises, là, mais en gros, c'est ça les paliers. Fait que c'est pas mal ça. Puis il y a les Borg, Morgborg, Pirateborg, Cyborg, puis les dérivés de ça. Il y a certains jeux de western qu'on m'a proposé de lire puis que j'ai lu en fin de semaine. Et d'autres types de jeux. Puis là, moi, ça m'a fait penser à Genesis, mais Genesis, c'est peut-être pas un système très, très simple. C'est un peu plus poussé. Un peu plus complexe. Et moi, ça me fait penser vraiment à Kids on Bike ou encore Kids on Broom, qui est un système où est-ce que... écoute, c'est assez simple. C'est... dans le cas de Kids on Broom, par exemple, c'est pour simuler des écoles de magie. À la Harry Potter ou n'importe quelle autre fantasy que le monde pourrait avoir. Puis les sorts sont improvisés. La personne dit qu'est-ce qu'elle veut faire, puis le maître de jeu sort une difficulté. Ça peut être ça pour les sorts, mais ça peut aussi pour n'importe quelle action. Le maître de jeu détermine selon l'action quelle serait la difficulté, et
les roulements sont assez simples. Tu as 6 grandes statistiques, donc 6 traits. Ça peut être la force versus l'intellect, la vitesse versus le fight or flight qu'ils disent, là. Donc à quel point tu es agile, à quel point tu peux te battre. Ta résilience et ton charme. Des choses assez standards. Et pour celui qui est le moins fort de tes traits, ils sont ordonnés. Le moins fort part avec un D4, le plus fort part avec un D20. Donc, une grande variante sur ça. Donc, si tu as juste 4 en charme, c'est ton minimum. Tu as juste un D4. Et si jamais tu roules le maximum sur ton dé, il explose. Fait que tu peux rouler dans l'espoir d'avoir un plus grand roulement. Oui. Très simple. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, que ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, tu sais, là, on vient de parler de plein de jeux. Si jamais il y a des jeux qui vous intéressent, qu'on parle plus en détail, vous viendrez sur le Discord, dites, hey, moi, vous m'avez parlé de tel jeu, j'aimerais ça que vous m'en parliez plus. Ça m'intéresse d'en apprendre un peu plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Y a-t-il des dérivés? Tu sais. Fait que ça pourrait être des sujets super intéressants prochainement aussi, là. Puis je pense que tu avais aussi les Hero Kids, quelque choses comme ça, pour jouer avec les enfants comme jeu simple. Ouais, je crois que c'est censé être vraiment Donjon Dragon simple. Hero Kid, ça fait partie des jeux qui sont recommandés à ce moment-là. C'est vraiment simple pour les joueurs. J'imagine que c'est simple aussi pour le maître de jeu. Ouais, puis après ça, Dragonbane aussi, qui est très connu en Europe, qui est très simple. Puis on avait parlé d'un autre Shadow Dark, c'est ça? Ah, Shadow Dark, qui est dans la gang des OSR. Okay. C'est donc Old School Renewal ou Revival. Je pense qu'ils s'entendent même pas sur les initiales même. Et qui est un mouvement qui reprend des mécaniques ou un genre plus comment dire... Old School. Plus old school, vraiment dans ce côté-là. Donc, premiers, plus létal, des dessins plus grotesques. Les joueurs sont beaucoup plus vulnérables. Donc, plus de létalité. Plus aussi de liberté. Donc, tu sais, moins de règles qui encadrent. C'est plus... À ce moment-là, il y a beaucoup de narratifs. C'est pas tout qui est couvert par des règles comme on est peut-être plus habitué avec certains jeux comme Donjon Dragon. Fait que, tu sais, ça, c'est ce que veut être l'OSR. Et Shadow Dark, c'est vraiment Donjon Dragon 5e édition simplifiée. Okay. C'est très simple, c'est très fluide, ça va très vite faire un personnage. Puis les jeux comme Vampire, Hunter, puis tout ça, tu mettrais ça dans quelle catégorie, toi? Entre simple et compliqué? OK. Donjon, c'est à peu près ça aussi pour toi? Non, c'est ça la question. Okay. Je le mettrais quand même compliqué si je prends la dernière édition de Vampire, puis les nouvelles éditions, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui va les prendre tellement qu'il y en a. T'as des règles vraiment par rapport au dé, mais t'as aussi des règles sociales. Par exemple, les vampires, pour maintenir leur immunité, ils ont souvent des touchstones, donc des personnes significatives. Si jamais il leur arrive quelque chose à ces personnes-là, ils vont souffrir parce que c'est l'incarnation pour eux de l'humanité. Par exemple, si tu crois que t'as toujours cru que l'ambition, c'est ça qui faisait de toi un humain, tu vas avoir tendance à suivre des humains très ambitieux de près, puis ces personnes-là vont avoir une grande importance pour toi. Donc, tu sais, toute cette gestion, puis souvent, ils vont incarner justement des valeurs, puis si tu vas contre tes valeurs, tu vas contre ton humanité. Donc ça, c'est des règles, tu sais, comme quand même assez complexes à rajouter sur plusieurs layers. Ensuite, tu as des règles pour ton territoire de chasse. T'as beaucoup de choses qui peuvent s'ajouter, puis donc je le casserais dans les systèmes compliqués. Donjon Dragon complexe. C'est pas le plus complexe, je dirais que probablement un des jeux les plus complexes, mais encore fluides, c'est Pathfinder. Oui, c'est ça. Complexe mais fluide, c'est bien dit. Après ça, il y a les GURPS, que ça, c'était très complexe, très...
avec des règles très... C'était élégant, ça se voulait jouer dans tout, mais je pense qu'il y a vraiment eu une explosion des règles à travers les années. Oh oui, il y avait une complexité. Puis, j'ai un de mes chums, Ludovic Xavier Leblanc, je le salue, là, qui avait voulu me faire jouer à un genre de jeu militaire, mais moi, je connais pas les fusils, rien. Là, fait que, ouf, mais ça aurait été incroyable avec lui. Là, lui, c'était un militaire. Puis, je dis salut à tous mes chums militaires. Là, ça aurait été impressionnant, mais pour que ça soit le fun pour moi, il aurait fallu jouer à... Je pense que je sais de quel jeu tu parles. Quelqu'un kidnappé, tu sais. Il aurait fallu jouer le kidnappé. C'est là, j'aurais pu être bon, mais là, oui, mais là, je connais rien là-dedans. On nomme des systèmes comme ça, là, puis on les classe. Ouais, mais attends un peu. Il y en a un qui est, par contre, que je tiens à préciser dans ce niveau-là. Il y a Shadowrun, OK, qui ont fait plusieurs éditions, sont rendus à Shadowrun 6e édition. C'est complexe comme système puis tout, mais ils ont sorti Shadowrun Anarchy, qui est leur version simplifiée. Fait que moi, je trouve ça génial que une compagnie décide de prendre son jeu, en faire une version complexe puis une version simple. Tu vas te chercher tout le monde, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça génial. Fait que c'est pour ça que je voulais au moins qu'on se rende jusqu'à lui pour en parler. Donc, la stratégie pour toi à l'avenir, c'est d'avoir des versions d'entrée, si on veut, et qui, pour certaines personnes, ils vont vouloir utiliser ça tout le long. Fait que c'est peut-être pas juste entrée. Des versions simples, puis pour les personnes qui préfèrent le crunch, les règles, le fait de maîtriser le système afin de pouvoir vraiment bénéficier. On en a parlé sur Discord parce qu'il y a eu des parties de Shadowrun sur Discord, puis il va peut-être en avoir d'autres. Là. Il y en a eu avec Maître Aubin, puis il y en a eu avec Troll et ses gobelins. Puis, sincèrement, eux autres, ils ont choisi Shadowrun Anarchy, puis ils ont trouvé que c'était le même feeling que quand ils jouaient à Shadowrun dans le temps, deuxième édition plus. Fait qu'ils ont eu encore. C'était le même feeling, même si les règles étaient super simples. Que n'importe qui pouvait venir. C'est intéressant d'avoir le même feeling. Oui, c'est ça qui est. D'avoir des règles qui sont simples ou encore qu'il y a certaines mécaniques des fois qui ont été développées qui simplifient la vie. Voilà. Je pense que dans Donjon Dragon, celui qui avait été le plus gros, c'est rouler avec avantage. Mm-hmm. Donc c'était un des plus gros changements que le monde aime. Il aime ça, puis là, il récupère même pour les OSR. Non, je crois que il y a quelque chose là. Mais c'est ça. Ça m'a amené à poser certaines questions, dont le poids que ça a, les systèmes simples versus les systèmes plus complexes. Parce que j'ai trouvé que dans certains systèmes simples, il faut expliquer plus, il faut parler plus, décrire plus qu'est-ce qu'on fait. Il faut que le maître de jeu, généralement, ça fonctionne moins succès-échec. Généralement, t'as des degrés. Mm-hmm. Puis ça demande au maître de jeu d'être plus rapide mentalement, puis d'en sortir plus, puis de dire plus de choses. Puis moi, ça m'a rappelé les souvenirs quand j'ai joué à Genesis. Puis que à la fin des parties, j'étais épuisé en tant que maître de jeu. Mm-hmm. Parce qu'il fallait que je décrive chaque jet avec avantage. Puis Genesis, c'est peut-être pas un jeu simple, mais c'est juste pour donner une idée que des fois, quand t'as des... pas juste échec-succès sur tes dés, là, puis qu'il faut que tu choisisses, mettons, tes avantages ou quoi que ce soit en tant que joueur, ça a plus de poids. Puis des fois, ça peut être plus lourd qu'un jeu qui est plus complexe. Ouais, ben écoute, je suis contente que tu apportes ça parce que moi, je suis la première à être charmée avec les jeux simples. Pour moi, ça a définitivement une place dans des courtes campagnes ou des one-shots. Beaucoup plus simple de faire des personnages avec ça ou de commencer une partie rapidement. Mais il y en a justement un, puis c'est moi-même qui l'ai nommé, là, Kids on Broom ou Kids on Bike. Mm-hmm. Je veux jamais runner ça. C'est trop demandant. Non, mais c'est parce que t'as la difficulté est difficile à mettre, tu sais, comme t'as des personnes qui vont avoir des D4 pour certains roulements, puis les probabilités c'est beaucoup plus simple,
beaucoup plus calculable dans Donjons et Dragons, c'est quoi les probabilités si tu mets telle difficulté que les joueurs réussissent ou non. Puis t'as beaucoup de systèmes comme ça. Powered by the Apocalypse, le fait que t'as des dés, t'as certaines statistiques où t'as un D4, puis d'autres où est-ce que t'as un D20. Déjà, ça change complètement. C'est complètement sur des scales différents. Et en plus, il y a le facteur d'explosion à ce moment-là, où est-ce que les difficultés peuvent exploser. Je trouve ça très... j'ai de la misère. J'aurais de la misère à jouer avec ça. Ouais. Je trouve que réfléchir, calculer la difficulté, fait en sorte que ça devient lourd pour le maître de jeu. Très simple pour les joueurs, hein? Ouais. Ça, je l'enlève pas. Mais pour le maître de jeu, ça y met du poids, je trouve, détermine une difficulté qui se peut. Ouais. Puis tu sais, il y a des jeux faciles qui demandent pas autant de difficulté. Il y a des jeux simples qui demandent pas autant de difficulté, mais tu sais, je le sens dans certains jeux simples, qu'il y a un but d'être simple, mais d'être créatif. Puis ça met un peu de poids, parce que tu sais, je viens de repenser que j'avais joué à Cthulhu Dark sur la chaîne de Lily Pastel. Là, on était quelques-uns. Il y avait Annick, il y avait Tom de Roule-moi ça, il y avait le Grand Mister, il y avait JDA Ninja. Fait qu'on était une petite gang, là. Puis, tu sais, au début, les règles, c'était 3 pages. Tu sais. Fait que ça prend en 2 minutes, là. Mais après ça, je sais qu'il y a certains joueurs qui ont fait comme OK, mais tu sais, on fait quoi? Tu sais, dans le sens que qu'est-ce que je lance des dés pour le fun, tu sais, ils cherchaient dans la simplicité un peu, avec que le jeu était simple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Tu sais, vu qu'il n'y avait pas de règles pour expliquer qu'est-ce que tu peux faire, il était comme en mode ouais, mais comment je personnalise mon personnage, tu sais? Comment je... J'ai eu une problématique semblable quand j'ai eu un système maison pendant des années. Puis avec certains joueurs, ça fonctionnait vraiment très bien. Où est-ce que c'était... On improvise... Tu sais, les pouvoirs que les personnes ont s'improvisent. Mm-hmm. S'ils prennent un pouvoir et disent « Ah, j'ai aimé qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, j'aimerais l'écrire sur ma fiche », ils ont des bonus, mais sinon, ça va vraiment avec l'improvisation de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je me suis assuré d'avoir un système qui permette de le faire. Il y a peut-être un coût. Le coût est peut-être trop gros pour leur personnage, mais ils ont les options. Et j'ai réalisé que certains joueurs, ça ne marchait pas. Le fait de ne pas avoir des choses claires, déjà créées d'avance pour les prendre par la main, ce côté créatif-là venait nuire à leur expérience de jeu de rôle. Tu sais, eux, ils aimaient « Ah, j'aime ça, ce pouvoir-là, je vais le prendre. Il est déjà créé, j'ai pas besoin d'y réfléchir. » J'ai réalisé que des fois, toute cette liberté-là, puis en plus, ça se veut être simple, ce système-là, finissait par devenir lourd pour certaines personnes. Ouais. Puis tu sais, des fois, en même temps, ces systèmes-là, simples, je repense à Cthulhu Dark, là, présentement, parce que c'est un des derniers que j'ai joué, là, puis tu sais, Lily Pastel, elle l'a masterisé facilement, ça faisait plusieurs fois qu'il y avait cette mission-là, puis on a eu du fun, hein, on a ri, là, comme ça se peut pas, là. Ça a été un excellent one-shot, mais est-ce que j'en ferais une campagne? Oui! Parce que je sens pas que mon personnage évolue, tu sais. Exactement, ça c'est l'autre chose qui me tracasse, c'est qu'il y a beaucoup de jeux simples. Par exemple, tu as parlé des Powered by the Apocalypse. Ouais. Powered by the Apocalypse, là, tu peux pas vraiment facilement faire de la progression pour les personnages. Parce que ça doit dépendre desquels, là. Mais... Parce que c'est ça, un +1 ou un -1 dans une statistique, ça change beaucoup sur les probabilités. Il y a une limite à quel point tu peux t'en progresser. Tu te dis, ça dépend lesquels. Oui, mais c'est fondamentalement dans le système, il faut être créatif pour créer des trucs où est-ce que le personnage continue de progresser. Et ça sera peut-être pas la progression qu'on est habitué, qu'on part avec des zéros, puis on devient des héros, évidemment, des presque dieux. Ça, faut pas s'attendre à ça avec Power by the Apocalypse. Le personnage que t'as, c'est ce que tu vas avoir pendant longtemps. Puis je trouve qu'il y a plusieurs systèmes qui sont simples, c'est le fun, mais là, quand t'arrives pour essayer d'introduire de la progression, c'est là où est-ce que le bas blesse. Ouais. Ah ouais.
Puis tu sais, je veux dire, puis là, en tant qu'à parler de complexité puis de simplicité, il y a certains livres aussi que de jeux de rôle que la mise en page est dégueulasse. Puis que moi, j'essaie de lire les règles, puis ça me prend du temps avant de comprendre parce que la mise en page est complètement explosée partout, puis les Borg, le massacre de mise en page, moi, j'ai tu prends une position qui ne sont pas nécessairement populaires. Il y a des gens qui aiment beaucoup les livres, justement, la mise en page. Je trouve ça que ça brise avec le format habituel et ça ils félicitent ça. Puis peut-être qu'il y en a qui sont de l'autre bord comme moi, puis qui sont comme « Hey, s'il vous plaît, aide-moi, là. » Parce que, tu sais, je veux dire, je cherche de quoi dans ces livres-là, là? Je le cherche en tabarnouche. Je suis perdu. Puis des fois, il y a des... j'arrive sur une page, là, puis il y a des 1 jusqu'à 12 partout avec plein de trucs à gauche puis à droite avec un dessin. Puis je suis comme, OK, qu'est-ce que cette page-là veut me représenter? Là, puis là, je lis, puis c'est comme, OK, c'est les arbres. Pourquoi c'est fait de même? Pourquoi tu me fais pas un beau tableau? T'sais? Puis là, tu me dis l'arbre avec les dommages. Puis tout. Non, il fallait qu'ils en mettent partout dans tous les écrans. Puis à l'inverse, si tu prends, mettons, Dune... La mise en page est d'une beauté. Dune, je pense que ça vaut la peine d'acheter le livre juste pour la mise en page. Le jeu, j'ai même pas encore joué, là, je sais pas s'il est bon, là, mais la mise en page est écœurante. J'ai le livre, puis je suis comme, waouh, qu'il est beau. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve ça le fun, les Borg, là. On se le cachera pas, mais j'en referai la mise en page au complet. Au complet. Moi, j'ai trouvé ça compliqué. Moi, ce qui est arrivé dernièrement, quelque chose que je pensais pas qu'il m'arriverait dans la vie, j'étais curieuse pour un jeu qui était le 7th. OK. La septième mer. Ouais, OK. Qui est un jeu de 7th. Ouais. Oui. Qui est qui a un petit peu KPDP avec un peu de sorcellerie, puis des personnages qui se lancent dans ce genre d'aventure-là. Mais quand j'ai commencé à lire le livre, c'était tellement gros, plein de textes. Ouais. Et d'un certain côté, il y a une certaine richesse dans tout ce texte-là, je suis sûr, mais ça m'a rebuté. Alors que j'étais vraiment très excité de voir qu'est-ce que eux faisaient. J'ai l'impression que il y avait une barrière pour rentrer dans ce jeu-là. Donc je pense que c'est un vieux jeu qui a eu une réédition ou un partage public, puis malheureusement peut-être qu'il y aurait besoin d'être modernisé. C'est peut-être moi qui ne suis plus patiente. Mais écoute, moi j'ai joué à la première édition. Oui, mais là, moi le défaut que j'avais de ce jeu-là, c'est que je trouvais que c'était fait comme un jeu vidéo au niveau des races. Genre. Chaque race, chaque pays avait comme son style très particulier, races, très des différent. Nationalités. Ouais, c'est ça. Chaque nationalité avait comme une nationalité complètement différente. T'avais les mousquetaires, quand c'était au niveau du français. T'avais t'as une espèce de pseudo-France, là. Fait que, de montagnes, là, une affaire comme ça. C'est ça, les montagnes, exact. Fait que, moi, j'étais comme... Je trouvais que ça faisait un peu trop... Il manquait de mix et de mélange. Ça faisait un peu trop jeu vidéo comme explication. On l'a essayé. On a eu du fun. Je te dirais pas qu'on a pas eu du fun. Mais on jouait... on a eu de la misère à mélanger. Les styles, là, quand les joueurs jouaient des personnages de plusieurs styles, là, on a fini par s'amuser à faire une partie plus mousquetaire, là, avec les montagnes, puis un cardinal, puis tout. Là, parce qu'il y avait ça. Mais c'est ça. Puis le dernier livre qu'ils m'ont fait lire sur le Discord, justement, c'est Frontier Scum, de ce genre de Borg. Là. Puis je te le dis, ils m'ont dit, tu vas lire ça en 20 minutes. Je suis d'accord. Ça a pris à peu près 20-40 minutes le lire. Mais il y a des bâches qu'il a fallu que je relis 3-4 fois en me disant mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là? Je suis où là? Qu'est-ce qu'il y a? Je finis ma parenthèse sur les bords. Donc, bref, des fois, la simplicité d'un système,
c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué dépendamment du style de jeu. Donc, plus de règles peut devenir plus simple dans certains cas. La mise en page peut jouer sur la difficulté d'apprendre les règles. Ça, tu lâches pas, hein? Je suis sûr que notre viewership va tomber. Là, si tu t'attaques à la communauté des morts. Oui, non, c'est bon. Mais changez-moi la mise en page, quelqu'un. Faites-en 2 versions. Une version que le monde tripe sur le design, puis une version pour les vieux jeux de rôle comme moi. Dans un Word. Ouais, c'est ça. Ah oui, s'il vous plaît. Ouais. Bon, ensuite... En parlant de l'avenir... Ouais, vas-y. Ouais. T'avais... cet été, je pense qu'il y a des événements que tu voulais qui parlent des jeux de rôle, que tu voulais nous parler, nous présenter un peu. Oui, ben on a eu un mois d'avril vraiment très riche. D'ailleurs, on va essayer de faire un retour sur plusieurs événements. On a eu Draconis en ligne, on a eu Jeux rôle, on a eu la semaine JDR Extra, dans la quête des héros, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Le nouveau nom, c'est la quête des héros. Et la quête des héros. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir la communauté comme ça dans des événements se mobiliser. Moi, j'ai seulement été à Jeux rôle, mais j'étais contente. J'aime voir ça. J'aime voir le monde qui font des retours, qui en parlent sur Discord. Et c'est particulièrement plaisant de les rencontrer. Et j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre cet été. Donc, une des choses qui est apparue dans mon feed, c'est un événement qui n'est pas en soi un événement sur le jeu de rôle sur table. C'est un événement sur les jeux de société. Donc, la gang de Etugame ont parti un événement dont ils font un socio-financement d'ailleurs sur la ruche. Et ça s'appelle le FLIM, à ne pas mélanger avec le film. J'arrête pas. Puis moi, mon Google veut rien savoir. Là. Quand j'écris film, il me dit mais vous êtes sûr, vous voulez pas parler de film? L'autocorrection en bas. Donc, l'autocorrection, pour le moment, c'est très difficile d'avoir de l'information directe dessus. J'irai sur la page de Etusgame pour en avoir plus, mais c'est un événement qui va se passer du 25 au 27 juillet dans le centre-ville de Montréal, quartier latin. Donc, un événement à l'extérieur, là, où est-ce qu'il va y avoir une section de la ville, un festival à propre titre sur justement sur les jeux de société, et il va y avoir une section sur les jeux de rôle. Donc, moi, j'ai tout de suite relancé les organisateurs. J'ai dit, je veux en savoir plus sur la section jeux de rôle. Pouvez-vous me revenir? Alors, dès que j'ai des réponses, je vous reviens avec plus d'informations là-dessus. Donc, la première édition du FLIM pour les amateurs de jeux de société et si ça vous tente de jouer à des jeux de rôle dans Montréal. Un autre gros événement. Comic-Con du 4 au 6 juillet. Donc, c'est fou des choses qui se passent à ce Comic-Con. C'est plus juste lire des comics, là, c'est des séries, mais c'est aussi des jeux. Il va y avoir des tables de jeux de rôle aussi qui vont rouler toute la fin de semaine. Donc, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, regardez ça, inscrivez-vous. Je ne sais pas s'ils cherchent encore des bénévoles comme maître de jeu. Ils nous avaient abordé dans l'équipe de Draconis pour voir si on était intéressés. C'était beaucoup de demandants pour peu de bénéfices. Les personnes qui, admettons, roulent, qui sont des animateurs pendant 4 heures, eux, ils font 4 heures puis ils ont le week-end comme passe gratuite. Mais pour les maîtres de jeu, je pense qu'il fallait qu'ils offrent à peu près 12 heures pour avoir une passe d'accès à ce moment-là. Oui, puis c'est quand même pas pire. On en a des personnes, entre autres à Draconis, là, qui offrent ça 12 heures et plus des fois de parties qui donnent, mais c'est peut-être moins évident à ce moment-là. Mais il y a peut-être encore de la place pour ça, et il doit encore avoir de la place pour jouer. Puis je crois que l'expérience aussi de qu'est-ce qu'on m'avait dit, des fois tu peux te présenter sur place, tu sais qu'il y a une game qui s'en vient puis tu t'inscris à ce moment-là. Fait, je sais pas à quel point d'avance il faut s'inscrire. On m'a déjà dit que l'année dernière, il y a des personnes qui sont juste arrivées, ils ont vu qu'il y avait des parties puis ils se sont inscrits le jour même pour les parties. Donc, à suivre pour les personnes qui sont des amateurs de Comic-Con et qui aimeraient probablement avoir des parties. Je sais qu'ils voulaient essayer, ils voulaient d'autres systèmes que Donjon Dragon. Donc, ils veulent varier les systèmes. Donc, c'est
c'est de ce côté-là. Amusez-vous. Et sinon, bon, j'ai mentionné Festival Draconis. Festival Draconis, on sait que d'habitude, c'est 2 événements. Il y en a un au printemps en ligne et un à l'automne où est-ce qu'on a l'événement en personne au Cégep du Vieux-Montréal. Mais là, cet été, il va aussi avoir des événements qui sont organisés, à vrai dire, 2 types d'événements. Des soirées d'initiation, donc pour les personnes qui veulent commencer à se lancer dans le monde du jeu de rôle. Et à telle occasion, on risque d'avoir besoin de maîtres de jeu volontaires qui ça leur tente d'initier des nouveaux. Puis il va y avoir aussi des soirées MJ Academy, donc des soirées où est-ce qu'il y a des cours de soutien des experts, mais aussi des parties organisées où est-ce que des débutants maîtres de jeu peuvent donner une partie et avoir du feedback des joueurs après la partie. Donc c'est une bonne place pour avoir un environnement comme compréhensible, décontracté, qui vont donner du soutien pour les maîtres de jeu. Donc ça, c'est 2 soirées, types de soirées, qui vont être organisées à travers l'été, à travers plusieurs boutiques de jeux. Donc pour ceux que ça intéresse, suivez bien à ce moment-là. Vous pouvez suivre Festival Draconis. C'est certain aussi que sur la communauté JDR, on va en parler. Donc, restez à l'écoute pour ces événements-là. Ouais, mais c'est des bels événements qui s'en viennent, ça, pour cet été. Ouais. Dommage que c'est... Ouais, c'est... Surtout à Montréal. Désolé pour les personnes comme toi qui se disent, ben, tu sais, y en a-tu des événements de jeux de rôle à l'extérieur de Montréal? On attend juste ça. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça serait vraiment bien. Ben déjà, il y a eu Jeux Rôle où est-ce qu'on a été dans le coin de Trois-Rivières. Mais ça pourrait être vraiment le fun s'il y avait quelque chose dans la région de Québec. Sérieusement, là. Ça irait joindre d'un autre bassin de joueurs qui n'est pas négligeable. Ah oui. Bon, ben, notre épisode touche à sa fin. Fait que qui dit fin dit acte de la semaine. Qui dit fin dit acte de la semaine. Et cette semaine... Oui. Je vais parler de l'herboristerie. Donc, dans le cas de Donjons Dragons, on sait qu'il y a les Herborist Tools. Sinon, il y a d'autres jeux, toutes sortes de jeux, on va dire, qui peut avoir de l'herboristerie. Et souvent, c'est pas soutenu. Il n'y a pas grand-chose qui est possible vraiment de faire concrètement. C'est à la discrétion du maître de jeu. Et j'avais une petite proposition inspiré de mes parties de Donjons Dragons où je permettais à mes joueurs d'avoir plus d'options. OK. Souvent, qu'est-ce qui est connu, du moins dans Donjons Dragons, c'est qu'on peut faire des potions de vie puis des potions d'anti-venin, je crois. Des poisons, des fois. On peut faire des poisons aussi, c'est vrai. Et c'est donc le joueur a l'opportunité de faire ça et ça prend la moitié des coûts pour créer à ce moment-là l'item. Dans mes versions avec l'herboristerie, habituellement, je permets non seulement de créer des potions, mais des potions de plusieurs niveaux. Et ça demande juste un downtime pour les faire. On sait que dans Donjons Dragons, par exemple, ils disent que ça peut prendre des semaines pour certaines potions. Moi, je coupe à travers ça mais le coût, lui, demeure que c'est la moitié du coût que ça coûterait de l'acheter dans un magasin. Pour simplifier la vie de mes joueurs, qui des fois sont peut-être comme dans la nature, ils peuvent faire des recherches pour trouver des ingrédients d'une valeur de X pièces d'or, qu'ils ne peuvent pas revendre dans des magasins, mais qu'ils peuvent utiliser à ce moment-là pour faire leur potion. Donc ça, c'est une façon de comment utiliser l'herboristerie pour trouver des ingrédients pour faire leur potion et leur concoction. Et l'autre chose que je permets de faire, c'est que des fois, je fais qu'il y a des régions où il y a des plantes spéciales que si tu l'ajoutes pendant que tu fais une potion de vie, ben, tu as peut-être un D8 de plus à, mettons, donc ta potion de base, il y a un bonus. Ou encore qu'on mixe une potion qui enlève aussi le poison. Donc, il y a 2 effets à ce moment-là. Donc, des petits extras qui font « Ah, dans telle région, il y a tel type de plante, c'est vraiment très intéressant. » Ça donne un petit peu de vie. C'est ça que tu disais qu'il faut y aller modérément. J'ai vu en ligne.
Donc, avant de faire ça, j'ai vu en ligne des guides avec des dizaines de pages d'ingrédients, de recettes, de façons de fonctionner, de calculs de fou pour déterminer la difficulté que ça prend, les mishaps de potions, tout ça. Donc, tout ça existe. Si c'est genre votre trip, let's go, allez-y, ça existe en ligne. Je le recommande pas. Souvent, les joueurs, ils veulent un petit extra à ce qu'ils ont déjà. Donc, c'est simple de faire une potion. C'est pratico-pratique. Nous, dans notre partie, pour éviter que les joueurs fassent des tonnes de potions puis les revendent puis fassent un commerce de potions, je fais que les potions qu'il fait lui coûtent pratiquement rien, même moins que la moitié, mais il peut juste en avoir un nombre limité puis il dure un temps limité. Fait qu'il y a toujours des potions de plus en extra avec lui. C'est un petit bonus que je donne. Puis juste ça le satisfait. Il y a une recette spéciale qui a créé un moment donné qui enlève un de fatigue, un d'épuisement. Plastor, il peut l'avoir en bonus action. Non, il peut pas. Ça prend. Il faut que. C'est une pommade, à vrai dire, que j'ai fait. Ça, il prend tout son short rest. Puis c'est soit pour faire sur lui ou soit pour faire sur quelqu'un d'autre. Ça peut pas être quelqu'un qui se le met. Et ça enlève un d'épuisement. Mais tu sais, c'est le fun. C'est sa potion que lui il a, que ça existe. Ben, sa pommade, son truc d'herboristerie qu'il a. Et ces petits trucs-là, sincèrement, font toute la différence. Fait que vraiment, je propose que ça soit simple. Allez-y avec les coûts des items, puis qu'il y a un rabais là-dessus. Permettez-leur de trouver des ingrédients qui donnent des bonus ou qui ont une valeur en gold pour créer les potions. Puis je pense que les gens vont aimer l'extra sans que ça devienne lourd. Excellent. Très intéressant. Excellent. Très bon hack, très intéressant. Puis effectivement, avec modération ou pas du tout. Ça dépend comment vous êtes. ça dépend de votre style. Moi, je recommande la modération d'abord. Puis, dans ce qui s'en vient, tiens, je trouve ça intéressant de regarder un peu les projets vers le futur. Fait comme ça peut vous inciter à vous préparer, à vous dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je continue à les écouter pour pouvoir écouter ça. » On veut regarder pour parler avec des concepteurs de règles, puis de jeux, puis de systèmes, pour vous donner un peu une idée comment on fait pour créer un système, des choses comme ça. On veut parler de l'horreur. On va parler avec du monde qui aime beaucoup les jeux d'horreur. Puis on veut refaire un petit retour sur certains événements qu'il y a eu. Fait qu'on va avoir un mélange de personnes un peu qui vont venir discuter de ces choses-là. Puis, on vous invite à venir au Discord, poser vos questions, parler des sujets que vous voudriez qu'on parle. S'il y a des jeux que vous voudriez qu'on parle un peu plus, s'il y a des événements que vous voudriez qu'on parle un petit peu plus, s'il y a des nouvelles que vous voudriez qu'on parle puis qu'on aille creuser, venez sur notre Discord. Venez nous le proposer, puis nous, on va regarder ce qu'on peut faire. Dernièrement, comme je vous dis, il y a eu beaucoup de belles suggestions sur Discord, puis je me suis attardé là-dessus, puis j'ai embarqué dans un monde que je ne connaissais pas. Power by the Apocalypse. Ça fait toujours plaisir aussi de vous lire sur Discord, de faire partie nous-mêmes de ces conversations-là. Donc, oui. On aime vraiment ça, c'est le fun. Merci encore une fois, Flamme. Ce fut un épisode très plaisant. On espère que vous avez aimé ça, vous aussi. On se revoit prochainement dans vos oreilles pendant que vous allez laver la vaisselle, être en autobus. Plier votre linge. Et prochainement, tondre la pelouse. Ouais. Ah oui, ça s'en vient, ça aussi. Merci d'avoir été là. On vous aime. Au plaisir.